M6 et enfin Alain Veil, président directeur général d'Altis France. Changement à nouveau à vue sur cette scène. On s'arme d'eau, on s'arme de micro parce qu'on est ensemble pour 90 minutes de discussion à venir. Moi je sais ça fait peur dit comme ça, mais je pense qu'elle va être très nourrie, cette discussion en effet, avec vous tous sur scène. On va essayer, autant que faire se peut, d'aborder 3 grands points dans cette discussion qui est vraiment dédiée à cette réforme audiovisuelle. Quels assouplissements pour le cadre national, quelles nouvelles alliances entre acteurs français et puis quelle place pour la stratégie internationale, Enguerrand? Oui, merci. Je voulais un tout petit avant-propos. Marché français, on le connaît effectivement, NPA, ça fait quelques années qu'on le voit, était très compartimenté, structuré. Il y avait la télévision publique, des télévisions gratuites, payantes, les opérateurs télécoms. Maintenant, tout ce monde se retrouve toujours autour de la table. Tout ce monde passe des alliances, et on l'a vu, des alliances, j'allais dire, assez surprenantes. Est-ce qu'il faut, on va peut-être commencer par cette question très ouverte, chacun la prendra, quand vous êtes à votre poste, dirigeant de chaîne ou d'opérateur, changer totalement votre mindset et se dire, ceux avec qui on n'était pas tout à fait amis il y a quelque temps, il faut commencer à discuter avec eux. Delphine Ernotte, et on l'a vu, vous l'avez fait avec Salto, avec TF1 et avec M6. Oui, alors, peut-être le fait que je sois récente dans ce secteur, peut-être aussi le fait que je ne me sois jamais considérée en tant qu'individu en position de force, peut-être qu'on comprend d'ailleurs quand on voit le panel pourquoi. Fait que, déjà dans mes fonctions antérieures, j'ai toujours considéré que ce qui pouvait favoriser la construction collective dans une construction collective bien sentie, c'est-à-dire au service de l'ensemble de ce collectif, était préférable à des guerres fratricides. C'est vrai que dans le secteur de l'audiovisuel, où ces guerres ont existé, fratricides très fortement, et où on est toujours d'ailleurs en compétition sur tous les jours, évidemment, néanmoins on se rend compte qu'on a des acteurs en face de nous qui sont en train de monter en puissance à une vitesse vraiment stratosphérique. Quand je dis ça, on ne le ressent pas encore complètement en France, mais il se trouve que la semaine dernière, je suis allée visiter, comme on dit en anglais, mes homologues en Norvège et en Suède. Et là, on voit que la consommation de télévision traditionnelle des moins de 25 ans a été divisée par deux en 2 ans. Netflix est le leader sur le marché en Norvège et en Suède, enfin audiovisuel, voilà. Bon. Et voilà, donc on sent que, certes, il y a moins de barrières de la langue qu'il ne peut y en avoir sur notre territoire national, mais enfin, néanmoins, on voit bien que le sujet des Norvégiens, le sujet des Suédois, et je peux parler pour mes collègues en Allemagne et en Angleterre, c'est pas de savoir, c'est pas de regarder par le menu leurs relations avec les chaînes privées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour résister face à ces médias globaux. Voilà. Et dans cette perspective-là, les alliances sur des sujets où on a beaucoup de choses à partager et où on peut faire front commun sont extrêmement utiles, d'où Salto qu'on a avec TF1 et M6 mis sur pied cette alliance et qu'on va faire grandir. Et voilà. Je crois que vous aviez d'ailleurs bien posé les lignes de front dès le départ, dès votre arrivée à France Télévisions, en disant qu'en effet, aujourd'hui, en tant que présidente de France Télévisions, vos adversaires, c'était plus TF1, c'était plus Canal+ ou M6, mais c'était Netflix et YouTube. Concrètement, pourquoi ces alliances-là, elles n'ont pas pu se faire avant? Parce que en termes d'usage numérique, il y a quand même la primeur de la nouveauté et au premier usage. Si vous avez une grande quantité de vos audiences qui consomment aussi en même temps des contenus sur Netflix, et tous ici autour de la même table, ça veut dire qu'il y avait quand même une appétence pour ces délinéarisations, pour ces contenus différents. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord avant? C'est une spécificité française de ne pas se mettre d'accord?
d'abord parce que la nécessité était moins forte, et je pense que voilà, seul ce qui est nécessaire permet de faire de part et d'autre les conditions nécessaires à l'alliance. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que oui, il y a des spécificités françaises. On me demande souvent, et c'est souvent des questions assez légitimes de la représentation nationale, est-ce que c'est vraiment le rôle de France Télévisions de faire un service payant? Je dis, mais moi je rêverais de le faire gratuitement. D'ailleurs, si j'étais patronne de la télévision norvégienne ou patronne de la télévision suédoise, je le ferais. Parce que quand je finance un film, j'ai 10 ans de droit. Aujourd'hui, en France, avec les lois qui sont les nôtres, on a 7 jours. Donc même avec la meilleure volonté du monde, je ne risque pas de faire une plateforme avec un catalogue, avec des droits gratuits. Ça n'est pas possible. Donc c'est notre histoire. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la seule... Et il y a une autre raison, et je vais y revenir après. Eh bien, il faut un modèle payant pour rétribuer à la fois les producteurs, les auteurs et tout l'écosystème. Bon, c'est une réalité de marché, c'est comme ça. Voilà, notre modèle audiovisuel s'est construit comme ça. Et la deuxième chose, et je pense que c'est important de le dire, et là je viens d'écouter le patron de l'ARCEP, et je trouvais que c'est très intéressant ce qu'il disait, c'est qu'on fabrique quand même un peu l'essence d'un moteur. Le joyau de ce qu'on peut aller chercher quand on veut regarder quelque chose sur les réseaux sociaux. Et ça, notre combat commun, c'est de montrer que ça a de la valeur. Ça a été le combat de TF1 auquel je m'associe vis-à-vis des opérateurs de télécommunications, non pas contre les opérateurs de télécommunications, mais pour dire, écoutez, voilà, il y a une valeur que nous finançons, il faut qu'il y ait un partage équitable de cette valeur-là. Et c'est pas à destination particulièrement des opérateurs de télécommunications. Je pense que c'est un... Il y a aussi Canal, voilà, exactement. Je pense que, voilà, parce que pour faire une fiction, bah, il faut des gens qui réfléchissent, il faut des gens qui se trompent, il faut des gens qui écrivent tout seuls dans une pièce, il faut des producteurs qui prennent des risques. Et ça, eh ben, ça se rémunère, tout simplement. Voilà. Gilles Pélisson, quand on est à la tête maintenant d'un groupe comme TF1, quels sont les nouveaux réflexes qu'il faut avoir maintenant? Avant, on savait à peu près ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut aller voir quoi? Il faut aller voir les partenariats numériques immédiatement. Quels sont les nouveaux réflexes qu'il faut avoir? Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue surtout ce que cherchent Parler nos plus. clients, c'est-à-dire à la fois les annonceurs et à la fois dans un groupe privé et à la fois le téléspectateur, le consommateur final. Donc c'est vrai que dans cet environnement-là, un groupe de télévision qui traditionnellement pensait uniquement téléspectateurs, et tous les soirs je leur donne à ces chers petits un programme qu'ils vont consommer gentiment assis dans leur canapé, c'est fini. Et c'est comment j'invente des millions de programmes différents ou que je peux différencier pour des millions de personnes qui vont les consommer avec les devices qu'on connaît, en mobilité, etc., et à leur guise, avec effectivement le linéaire qui devient un peu moins fort en linéaire, le délinéarisé qui va prendre sa place. Et donc tout ça nous met devant des responsabilités assez énormes, c'est-à-dire qu'à la fois, moi je crois beaucoup, contrairement à ce qui a été dit précédemment, que une chaîne de télévision, c'est pas une app, c'est un écosystème. Ce sont des journalistes, donc je parle de généralistes. C'est un monde de médias, c'est un monde de divertissement, c'est un monde de culture. Donc c'est des producteurs, comme tu le rappelais à l'instant. Donc je veux dire, réduire ça à une app, c'est juste une vision quand même du monde qui est un peu étrange. Mais enfin bon, je pense qu'en tant que tous les jours fabricant de chaînes généralistes, on peut juste... Mais au moins ça a fait réagir. Non, mais c'est bon de l'expliquer, je veux dire, à des gens dont c'est pas forcément le métier. Mais... Ça, c'est fait. Au-delà... Non, mais au-delà de cela, c'est juste de se dire, OK, cette consommation, elle va se faire de façon linéaire, délinéarisée. Elle va se faire avec des modes digitaux qu'on ne maîtrise pas. Et donc, c'est vrai que nous, TF1, on a eu à cœur à la fois d'aller dans le domaine de la production en se disant, comme le rappelait Delphine, si en France, on n'est pas dans ce métier-là, quelque part, en tant que diffuseur, on est juste dépossédé d'une partie de la valeur. Et moi, c'est vrai que quand on regarde les modèles à l'international, on se dit c'est quand même juste surréaliste. C'est vrai que notre pays ayant basculé progressivement, comme on le rappelait, de la TNT vers une distribution qui est une distribution de telco, et on est là aussi dans un pays assez spécifique,
ce partage de la valeur qu'on a cherché à mettre sur la table. Bon, alors on n'a rien inventé puisque les États-Unis sont passés avant nous, pas mal de pays d'Europe le font, c'est tel qu'eux-mêmes le vivent dans d'autres pays où ils le pratiquent. Et c'est vrai que quand on a commencé à en parler avec Alain Veil pour arriver à un premier accord entre le groupe SFR, Altis et le groupe TF1, tous les deux, on a reconnu que le sens de l'histoire, il était là, c'est-à-dire ce partage de la valeur. Donc c'est vrai qu'on se pose toutes ces questions, et à un moment, c'est aussi les alliances, des alliances intelligentes, avec à la fois cet enjeu de la langue, de la culture. On en parle souvent, même avec Nicolas Taverneau ou avec Thomas, pour dire, voilà, est-ce qu'il est plus intéressant à l'intérieur d'un grand groupe international de faire une alliance entre différentes chaînes, enfin c'est Nicolas qui prend cet exemple en général, entre des Espagnols, des Hollandais, des Belges, des Allemands, etc. Ou est-ce qu'à l'intérieur d'un pays France, on a intérêt à offrir aux téléspectateurs une plateforme bien faite, à l'image, on prend souvent l'image de Hulu, comme l'ont fait nos homologues américains. Et quand on voit le succès de ces plateformes, alors elle va le rebasculer désormais chez Disney Fox, mais quelque part, ça nous a quand même montré la voie. Et c'est vrai que, pour répondre à la première question que vous aviez posée, je pense qu'il y a aussi une volonté des hommes et des femmes qui animent ces réseaux. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un certain nombre de dirigeants autour de la table à se dire, oui, bien sûr, on se fait la guerre au quotidien pour des audiences, pour un certain nombre de talents, etc. Mais il arrive des moments où on a tous intérêt à coopérer, à s'entendre entre nous et à essayer d'imaginer des solutions, parce que les plaques tectoniques qui sont face à nous, qui s'appellent soit les GAFA, soit les grands studios américains, sont à des capitalisations boursières, on en parle souvent, on est à 250 milliards, vous le savez comme moi, entre Disney Fox ou Comcast Sky, on est à 1000 milliards ou 800 pour milliards Apple et 800 sur les milliards GAFAN. pour Google. Bon, et nous, on est tout contents d'avoir 10 milliards ou 8 milliards ou 2 milliards, ce qui me concerne, de capitalisation boursière. On est des nains. Donc à un moment, on a quand même intérêt à se poser les questions avec une bonne ordre d'échelle. Je vais me faire l'avocat du diable. Quand sur TF1, par exemple, sur la chaîne Amiral, le vaisseau Amiral, on retrouve un essai marketing intéressant il y a quelques saisons, quand vous diffusez les 3 premiers épisodes de Marseille, qui est pourtant une série produite par Netflix et disponible sur Netflix, ça veut dire quoi? Que vous, finalement, vous laissez la possibilité de bêta-tester toutes les alliances possibles et vous pactisez avec le diable? C'est évidemment, oui, je vous l'ai déjà dit, ou je l'ai dit dans des colloques, c'est ce sentiment, des sentiments partagés, les mixed feelings. C'est-à-dire, c'est votre belle-mère au volant de votre Ferrari qui passe par-dessus une falaise. À un moment, vous avez des sentiments un peu partagés. Bon, bah moi... non, mais c'est un peu idiot comme truc. Mais je veux dire, c'est quand même ça. C'est-à-dire que Netflix, à un moment, ça peut être mon meilleur ami, ça peut être mon meilleur distributeur. Parce que c'est fabuleux de voir ce qu'ils ont fait, par exemple, de la menthe. Quand ils prennent la menthe et qu'ils le distribuent, c'est fabuleux. On est content de voir que demain nous appartient notre feuilleton quotidien. On peut le mettre à J+3 sur Amazon et ça va marcher. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles certains de nos catalogues, certains de nos contenus n'étaient pas très bien mis en valeur ou pas du tout, et que ces plateformes ont juste une puissance de dingue. Le seul problème, c'est quel prix ils payent. Est-ce que véritablement je retrouve, et là on revient sur la boîte noire, le manque de transparence. Tous les jours, on a, nous, nos informations qui s'appellent médiamétrie ou qui s'appellent le box-office au cinéma. Sur Netflix, aujourd'hui, Amazon, quand je parle à un producteur, Newen va commencer à produire pour Netflix. J'ai demandé hier si on aurait la performance de la future série. On m'a dit non. Contractuellement, il n'y a aucune obligation. Absolument. Donc, si vous voulez, c'est vrai que face à ce monde-là, ces alliances, elles font beaucoup de sens. Réaction de Delphine Arnott. Non, je voulais dire, c'est vrai, on nous oppose toujours le fait qu'aujourd'hui, on distribue, on coproduit avec Netflix, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. C'est ça, ou rien, en fait. Et comme par ailleurs, on est quand même tenu d'exposer aussi, on cherche à exposer les œuvres qu'on a pour une part financée ou cofinancée. Bon voilà, c'est la contradiction. Demain, quand on aura notre offre commune, on se reposera certainement la question, on envisagera différemment les choses. Mais je crois qu'on ne peut pas opposer notre attitude aujourd'hui, qui est une attitude pragmatique et à défaut d'autre chose, à celle qu'on est en train de construire pour l'avenir. Maxime Saada, vous êtes à la fois éditeur et distributeur. Aujourd'hui, on a l'impression que le pouvoir, que la valeur est dans les terminaux et dans la distribution et véritablement en aval. Vous avez les deux visions. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Est-ce que vous pouvez nous dire où est la valeur chez vous et où vous percevez
qu'elle l'est sur le marché? Je pense que ça dépend des jours. Je pense que ça dépend des jours et que une des forces de notre modèle, ce que je pense du modèle de Canal, c'est précisément d'avoir un pied dans les deux. Au moment de l'arrivée de notre nouvel actionnaire, on s'est posé la question de faut-il positionner Vivendi plutôt sur les contenus, plutôt sur la distribution, et on a fait le choix d'être présent sur les deux, avec Universal Music, avec Gameloft, avec Canal et Studio Canal, et de l'autre côté avec la participation en Telecom Italia, Dailymotion et des actifs de distribution. La grande leçon de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et des grosses fusions comme Cascai, qui en est le dernier exemple, mais avant Disney Fox, qui peut sembler comme une alliance qui est une alliance de deux éditeurs de contenu, qui est la fusion de deux éditeurs majeurs de contenu. En réalité, qu'est-ce qui motive la fusion Disney Fox? C'est la volonté de Disney de lancer une plateforme de distribution compétitive avec Netflix, et donc d'avoir suffisamment de contenu pour alimenter cette plateforme. C'est tout ce qui motive. Donc c'est un mouvement de distribution en fait qui motive cette fusion entre les deux majors. Donc aujourd'hui, comme ça, on pourrait penser que c'est la distribution. Et il y a clairement nous, on regarde dans la musique, on voit Spotify et la valeur de l'IPO, du succès de l'introduction en bourse de Spotify par rapport à un actif comme Universal Music, et donc la valeur de l'actif de distribution. Et puis, même si on n'est pas d'accord, et on ne reste pas d'accord, et moi je ne pense pas que l'histoire soit terminée, parce que tu en parles au passé, sur la distribution et la valeur partagée de TF1 et des opérateurs, il faut quand même dire, non mais il faut quand même reconnaître, et de M6 tu as raison, il n'y a pas que toi, il faut quand même reconnaître qu'il a réussi à faire payer un certain nombre d'opérateurs, Gilles. Donc sur ce sujet-là, et d'ailleurs M6 également, sur ce sujet-là, on peut dire que l'éditeur a gagné au moins une bataille. Alain Veil, vous êtes dans la même situation, enfin j'allais dire le groupe Altis, qui en grand est à la fois distributeur avec SFR et producteur avec les chaînes RMC, RMC Sport et puis toutes les chaînes BFM et ses déclinaisons. Pareil, vous savez où mettre la valeur, comment est-ce qu'elle se distribue? Je crois que c'est intéressant d'être effectivement des deux côtés. D'ailleurs, c'est quand même une tendance qui se développe, de voir le secteur des télécoms se rapprocher du secteur de l'édition de chaîne. On n'est pas les premiers à le faire. Ça se fait dans beaucoup de pays et surtout aux États-Unis ces derniers mois. Donc moi, ce que je dirais par rapport à tous ces problèmes-là, à la fois en tant qu'opérateur télécom et à la fois en tant qu'éditeur de chaîne, c'est que le danger qui se présente pour nous tous, c'est une forme de naïveté qui peut parfois tourner à la stupidité pour le métier. Alors j'utilise un mot fort parce que je trouve que la période est assez inquiétante. On a des entreprises américaines qui sont hégémoniques, contre lesquelles je n'ai rien à dire, parce que je suis admirateur de leur stratégie, de leur développement et de la qualité de leurs produits. Les séries sur Netflix sont de très grande qualité, sur Amazon Prime Video aussi, même si on a aussi de très bonnes séries en France, et ils vont beaucoup produire en France bientôt. Mais ce sont les États, les gouvernements et parfois les acteurs qui peuvent être extrêmement naïfs. On n'arrive pas à se mettre d'accord en Europe sur les problèmes de fiscalité. C'est quand même totalement incohérent alors qu'on paye tous des impôts pour des montants très importants. Tout à l'heure, le président de l'ARCEP parlait de la neutralité du net. Moi, je crois qu'il faut être humble sur le sujet. Il faut être ouvert, il faut réfléchir. Chez nous, chez Altis, aux États-Unis, à New York, à 18h, Netflix et YouTube, c'est 80% de l'utilisation de nos réseaux. 80% de la data à 18h sur nos réseaux à New York, c'est 2 acteurs. Quand je vais en région, que je me déplace aujourd'hui en France pour discuter avec les élus du déploiement de la fibre, ils me disent qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. Je leur dis, vous pensez exactement comme Netflix. Parce que Netflix, alors eux, ils pensent la même chose, sauf qu'ils sont en Californie, ils ne bougent pas, ils ne payent pas d'impôts en Europe, et en plus, on déploie pour eux. Il y a des subventions européennes. Et Netflix, du coup, diffuse un produit de très grande qualité à un prix très très bas qui peut venir déstabiliser des acteurs qui sont sur des métiers parallèles en France, qui proposent du cinéma. Donc, il faut un peu s'interroger. Est-ce qu'il est normal qu'un acteur comme Netflix, un acteur comme Google, YouTube, puisse utiliser les réseaux sans aucun moment il y ait une différence par rapport à un petit acteur sur le web? Parce que ça veut dire quoi, la neutralité du net? Ça veut dire qu'on est sur l'autoroute et que le gros camion, il paye le même prix que la petite voiture. Est-ce que c'est normal? On peut s'interroger. Moi, je n'ai pas la réponse, mais on est dans une période où il ne faut pas que les débats soient clos. Il faut que tout le monde soit ouvert. Alors, il y a ce débat-là.
il y a celui de la fiscalité dont j'ai parlé. Et nous, éditeurs, on doit aussi faire preuve de maturité. Quand je vois comment se présente le débat sur la future loi sur l'audiovisuel, où il y a encore des acteurs qui commencent à dire « Alors, il ne faut pas que ça bouge dans mon secteur, il ne faut pas que les hypermarchés puissent faire de la pub à la télévision. Et puis alors la pub pour le cinéma, non. Et puis alors la publicité adressée, surtout pas. » Alors que tout ça, les acteurs du digital le font déjà. Mais il faut être bête pour passer du temps en France et s'interdire entre nous ce qu'on autorise aux GAFA sans qu'ils payent d'impôts sur le revenu, sur les activités qu'ils développent chez nous. Donc voilà, il faut être vigilant et puis il ne faut pas qu'on fasse preuve de naïveté et je trouve qu'on l'est tous beaucoup trop. Je crois que je vais paraphraser une citation qui disait qu'on avait une fois la droite la plus bête du monde. Ça veut dire quoi, Alain Weill, qu'on a l'audiovisuel le plus bête du monde ? Je n'aurais pas la prétention de dire ça. Je dis simplement qu'on est sans doute engoncé dans des habitudes, dans des schémas. Et en France, on est assez bon pour ça. Le débat n'est pas toujours facile à ouvrir. Alors on sort neutralité du net. Puis là, on n'a plus le droit de rien dire parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Mais on n'a pas le droit de débattre dessus. Depuis 20 ans, on a le droit de discuter, je pense aujourd'hui, du sujet de la neutralité du net. Qu'est-ce qu'on veut protéger ? Qu'est-ce qu'on veut contrôler ? Je pense que ça mérite d'en discuter. Alors, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je suis sûr que dans les mois qui viennent, les choses se débloqueront. Mais l'enjeu de la loi est très important parce qu'il est la prise de conscience qu'on ne peut pas traiter des entreprises traditionnelles que nous sommes tous ici, qui ont besoin de se moderniser différemment que des GAFA qui ont des droits illimités. Alors, venons sur la loi. On l'a... M6, ça fait longtemps qu'M6 bataille avec constance, il faut quand même le reconnaître, pour l'assouplissement de toute la régulation, qu'elle soit sur les jours interdits, sur les secteurs interdits, en disant effectivement, et vous l'avez souvent dit, qu'il y a une surréglementation. Thomas Valentin, est-ce que dans votre liste de courses, tout n'a pas été retenu dans le rapport Berger ? Est-ce que vous en êtes satisfait ou vous dites on n'est pas encore, c'est pas encore suffisamment loin, il va falloir encore assouplir ? Alors vous parliez de la responsabilité collective et de la capacité des éditeurs à s'entendre pour faire des choses ensemble, pour s'adapter à un nouveau système. Avec l'exemple de Salto, il y a encore plus important, effectivement, c'est collectivement s'adapter à ce qui est en train de se passer. Parce qu'on a construit une forteresse ultra sophistiquée, tellement sophistiquée que je pense qu'il n'y a pas plus de 10 personnes qui savent exactement, sur le bout des doigts, toutes les règles. Et vous en faites ultra partie. Sophistiquée, qui correspond à l'ancien monde, qui a été défini en 86, et qui va se faire absorbé par le nouveau monde qui n'a aucune de ces règles. Donc oui, on est inquiet, et oui, on est très heureux de voir qu'il y a une prise de conscience, le rapport du CSA, le rapport d'Aurore Berger, qui prend en compte un certain nombre de choses, et on pense effectivement qu'il faut aller encore plus loin. On a des règles qui sont totalement asymétriques. Alors ça a été cité par Alain, par tout le monde, je ne vais pas revenir sur la fiscalité qui s'est quand même alourdie pour les diffuseurs. Je ne vais pas revenir sur le marché publicitaire. Le marché publicitaire, c'est le pétrole de la création, parce qu'on parle toute la journée de la création, mais le pétrole, c'est ce qui arrive. Et le pétrole, on le voit dans l'étude NPA, il y a moins de pétrole en France qu'en Angleterre, qu'en Allemagne et qu'en Italie. L'Italie a plus de pubs pour la télévision qu'en France. 3,3 milliards pour la France, 3,7 milliards pour l'Italie. 4,6 milliards pour l'Allemagne et l'Angleterre. Et il y a même des pays dans lesquels c'est réservé aux chaînes privées. Alors après, on s'étonne que ITV achète des sociétés de production françaises. On s'étonne que Danse avec les stars ou Le meilleur pâtissier soit fait par la BBC. Mais il ne faut pas s'étonner, c'est normal. S'il y a moins de pétrole, il n'y aura pas moins d'idées, parce qu'on en a plus que les autres, mais il y aura quand même un vrai problème. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne sais même plus s'il faut parler des jours interdits. Alors, je vais en parler différemment. Est-ce qu'on a pensé à interdire à Netflix de diffuser des films le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche à 20h30 pour que les gens aillent au cinéma? Mais moi, voilà, je propose ça comme ça à Netflix et aux autres. Au moins, on protégera. Moi, je suis pour protéger les salles de cinéma et je suis pour qu'on tourne au moins tous les 30 ans. Et maintenant, pour 30 ans, ça va être les GAFA. Je suis également pour que la pub pour le cinéma, puisque on n'a pas le droit, le cinéma n'a pas le droit de faire de pub à la télévision. Je voudrais juste rappeler que pourquoi? Pour que les gens aillent au cinéma et que ça soit moins en faveur, paraît-il, des films américains. Alors, j'avais une suggestion parce que j'ai constaté, grâce à une étude NPA, d'ailleurs, que 50% des investissements publicitaires des plateformes
Netflix, Amazon, etc., se faisaient sur la télévision. Alors c'est une bonne nouvelle pour nous, ils mettent 50% de leur pub sur la télé. Donc ils font de la pub pour que les gens restent chez eux et donc regarder les films chez eux. Et le cinéma n'a pas le droit de faire de la pub sur nos chaînes pour que les gens aillent au cinéma. C'est très bien, on est probablement le pays le plus bête du monde. Plus sérieusement, il y a quand même un certain nombre de sujets. Alors, il y a un autre truc qui me... Pardon, on sera moins bête dans quelques temps ou... Non, là c'est plus une question d'être bête, c'est une question de se rendre compte qu'il y a un vrai sujet qui peut tous nous balayer. Alors, on parle souvent de Netflix qui investit dans la création, on est très content, y compris, ils vont ouvrir un bureau en France. On rappelle juste quand même la hauteur d'investissement, 1 milliard en contenu investi EMEA par Netflix sur les 2 ans à venir. Je voudrais juste venir là-dessus sur la France, parce que qu'ils mettent 8 milliards ou 1 milliard, de toute façon, les gens qui sont autour de cette table mettent sur les programmes français 2,5 milliards, les œuvres simplement, 2,5 milliards d'euros, enfin les œuvres et l'ensemble des programmes que nous diffusons. Ça va, c'est de ce côté-là, je ne suis pas trop inquiet. Là où je suis inquiet, c'est quand il y a une asymétrie. Je vais vous prendre un exemple, parce que c'est quand même ça, notre métier de tous les jours. Quand M6 met 1 million d'euros dans un programme, une œuvre audiovisuelle, on met 550 000 euros au CNC. C'est vrai de nous tous ici. Je ne remets pas ça en cause. Je dis simplement que l'argent de la création, c'est 1 million qu'on donne aux producteurs, plus 550 000 qu'on donne au CNC, et on a 42 mois de droits et pas les droits SVOD. Pour le même programme, Netflix va mettre un peu plus que nous-mêmes, va mettre un peu plus qu'1 million, peut-être 1,2 million. Va avoir tous les droits français, étrangers, les droits mondiaux, ad vitam aeternam, et les droits SVOD. Alors après, vous posez de la question de savoir pourquoi on n'a pas créé tout de suite des services SVOD. Il y a quand même un sujet, et il y a quand même une asymétrie. J'ajoute une petite chose auquel on ne pense jamais, dont on ne parle pas, que je ne remets pas en cause, je voudrais juste le signaler. Quand M6 ou TF1 ou France Télévisions rediffusent un programme de fiction, ils repayent les comédiens et les charges sociales des comédiens. Quand Netflix rediffuse pendant 10 ans un programme français, il ne paye pas les comédiens. Ça, c'est de l'argent supplémentaire. Donc le pétrole en a moins et on distribue plus d'argent que les autres dans la création pour avoir moins de droits. Donc il y a quand même une révolution à mettre en œuvre si on veut se défendre. Pas de pétrole, mais des idées. Les idées de David Kessler, elles sont où concrètement ? D'abord, pour poursuivre, ce que disait Thomas Valentin, il est beaucoup plus optimiste que moi, parce que moi je dis qu'il y a 2 personnes à Paris qui sont capables de comprendre la réglementation et de la dire par cœur, à peu près. Dont vous ? Et de la dire par cœur, tellement elle est incompréhensible et elle est... on est quand même à peu près le seul pays où, quand vous ajoutez les lois, les règlements et la régulation, il n'y a pas une seule chaîne ici qui ait exactement les mêmes obligations, les mêmes heures de grandes écoutes et les mêmes machins. Donc c'est vrai qu'on est dans un système extrêmement complexe. Et juste pour, avant de répondre à votre question, mais enfin pour répondre à votre question sur la loi, moi ma conviction profonde, je ne veux pas reprendre tout ce qui a été dit par les uns et les autres, mais ma conviction profonde, c'est que si le débat sur la future loi audiovisuelle et ce qui s'est passé sur la chronologie des médias ne me rend pas totalement optimiste, c'est la défense par chaque catégorie socio-professionnelle de ses intérêts de court terme par rapport à ses interlocuteurs français, on va se retrouver dans les débats de la loi de 86 et des 22 changements de la loi de 86 depuis 86, dans un cadre juridique qui était, ça a été dit, mais je voudrais quand même insister, qui n'avait rien à voir, Il y avait 5 chaînes, il y avait des chaînes hyper puissantes. Gilles acceptera l'idée, j'imagine que quand même TF1 en 86, c'était véritablement un potentat. Et c'est vrai que les producteurs pouvaient être considérés comme faibles par rapport, et la loi a voulu rééquilibrer, les décrets ont voulu rééquilibrer tout ça. Tout ça n'a plus rien à voir, ça a été dit, j'y reviens pas, les GAFA, les conditions. Donc, pourquoi est-ce... alors, je suis bêtement naïf, et donc je fais partie de cet univers, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment, tout le monde ne se dit pas, collectivement, ça n'est pas possible de continuer comme ça. Ça n'est absolument plus possible. Et une loi audiovisuelle, c'est pas simplement du raccommodage, c'est de dire, si on veut développer la création nationale, si on veut développer... Donc c'est l'intérêt des auteurs, des créateurs, des producteurs, des diffuseurs, de l'ensemble. Il faut absolument transformer des règles. Alors après, on peut discuter, etc. On peut se dire qu'on partage tous le même objectif, qui est de dire
il y a une légitimité à la défense de ce qu'on a appelé l'exception de la diversité culturelle. Mais on peut se dire aussi, si on prend le point de vue du consommateur, que Netflix n'est pas forcément l'ennemi de la diversité culturelle parce qu'il permet aussi de regarder des programmes qui viennent de tous les pays du monde. Mais si on veut, nous, la France, contribuer à ce mouvement, il faut transformer les choses de façon un peu radicale. Et donc, c'est un peu cette radicalité qui m'a semblé manquer jusqu'à présent et dont j'espère qu'elle va venir maintenant. Mais David et Maxime Saada va répondre dans un quart de seconde. Est-ce que le fait aussi de mettre tous ces débats sur la table, c'est pas non plus une formidable opportunité de repenser le financement de la création et de se dire qu'avec l'arrivée de nouveaux entrants qui sont quand même déjà bien installés, on a aussi des nouvelles sources de revenus et de financement de cette création engagée et pas forcément toujours le voir sous le signe de la défiance, mais sous le signe des alliances pour une fois. Tu permets ? Je vais répondre à la question. En écoutant mes collègues, je me dis qu'on est aussi quand même les champions du monde de l'autoflagellation. Parce qu'il ne faut quand même pas négliger toutes les forces de la création française. On a des acteurs qui, autour de la table qui sont tous profitables, qui ont réussi à se diversifier pour certains, et toi tu es en train d'accélérer, mais qui ont réussi à profiter de la TNT pour, j'ai envie de dire, défendre une partie de leurs revenus publicitaires. On a une fiction qui prend de l'ampleur à la fois qualitativement et quantitativement et qui s'exporte de plus en plus. On a un cinéma qui existe. On est le seul pays en Europe où le cinéma a survécu. Il y avait un grand cinéma italien, un cinéma britannique. Ils ont tous disparu. Il n'y a plus un cinéma européen à part le cinéma français. Il y a eu quelques mesures, y compris la disparition de la publicité chez France Télé, qui ont quand même aidé nos amis de TF1 et d'M6. Enfin, il y a eu des choses qui sont passées. Donc on oublie tout ça. Et donc je pense aussi qu'on a besoin de réaliser parfois la chance qu'on a, les forces qu'on a, les talents qu'on a, la culture qu'on a. Et moi, ce que je vois et puis accessoirement, la langue francophone, qui est en train de devenir, c'est complètement d'actualité, qui est en train de prendre de l'ampleur. On a 300 millions de gens qui parlent français aujourd'hui, ça sera 700 millions dans 20 ans ou dans 30 ans. Nous, vous savez, on a une croissance à 2 chiffres en Afrique, donc on est très porté par ça. Donc il y a aussi quand même des choses très positives. Donc, sur French bashing. Voilà, et surtout quand c'est nous qui le faisons. Alors moi, je veux répondre sur la question de l'opportunité de financement, sans doute, mais pour leur parler quand même assez souvent. Enfin, il faut se le dire, les Américains n'en ont rien à faire du cinéma français. Ils n'ont aucune intention de financer le cinéma français. Ils font peut-être 2-3 films comme ça pour la blague, mais littéralement, ils rigolent. C'est-à-dire quand on parle de la nouvelle chrono, où on a mis en place potentiellement, si un jour elle est signée, un système qui, à partir du moment où le GAFA, ou le Netflix ou autre, ou l'Amazon, ou le Disney demain investit un peu dans le cinéma et la création, il a la possibilité d'avancer dans la chrono. Franchement, quand je raconte ça, ils rigolent. Littéralement, les gens rient. C'est pas du tout dans leur idée de faire ça. Donc il ne faut pas rêver non plus sur la substitution possible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de complément de financement possible. Hein. Non, mais justement, dans la mesure où, en effet, avec des nouveaux entrants, il y a des nouveaux business models qui arrivent aussi sur le marché, donc une nouvelle façon de penser cette création et de lui faire rencontrer des audiences et engager des publics différents, il y a ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne le saisit pas comme une opportunité pour tout remettre à plat, Delphine Ernotte? Alors, moi je pense qu'il ne faut pas être naïf... comme mon camarade le disait tout à l'heure, sur cette capacité de financement et ces coopérations possibles. On va sortir de France parce que c'est vrai qu'on a tendance à se flageller. Prenons le rêve de tout Français de service public, la BBC. Voilà. Il n'y a pas mieux que la BBC, on est tous d'accord dans la salle. Bon, la BBC, longue histoire, très belle entreprise, capacité qui produit 50% de ce qu'elle met à l'antenne elle-même, enfin... Voilà, une très très belle boîte. Ils se sont dit forts de ça, de cette histoire, de cet ancrage dans le cœur des Britanniques. Nous, on va pactiser avec Netflix, pas de problème. Donc ils ont commencé par faire ça. Et ils ont co-produit une magnifique série avec Netflix. Et la fois suivante, Netflix leur a dit, écoutez, c'est bon, on a les producteurs, là, on a les liens, on a les auteurs, on n'a plus besoin de vous. Ils ont sorti la BBC du plan de financement. Et donc la BBC s'est retrouvée là en se disant mais non, rien à faire. C'est exactement ce que dit Maxime. Et en l'occurrence, ça s'appelle Black Mirror, si je ne me trompe pas, c'est une belle métaphore technologique sur... Exactement, donc ils vont prendre ce qu'il y a à prendre, mais de manière tout à fait dépassionnée, et sortir ces acteurs bien sympathiques et bien folkloriques, mais qui sont tout petits et sans importance vu de l'Ouest américain. Donc
moi, j'ai une position assez claire là-dessus. Je pense qu'à partir du moment où on est capable de s'organiser entre nous pour avoir des offres alternatives, il faut arrêter, mais je dis bien arrêter, de danser avec le diable. Gilles, comment est-ce qu'on évite l'effet Black Mirror ? Non, mais on est exactement dans ces prises de position qui sont plus dures, qui sont plus fermes, qui sont moins naïves. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Bon, je crois que Delphine l'a annoncé en disant j'arrêterai, mais comme l'a fait Disney aux États-Unis, j'arrête de fournir Netflix. Et à un moment, je ne vends plus mes contenus, comme on peut l'avoir fait les uns et les autres. Donc c'est des positions qui sont quand même assez compliquées à tenir, parce que c'est vrai que c'est facile d'aller à la soupe, parce que à un moment, c'est rassurant, ils ont une puissance financière que nous n'aurons jamais, etc. Après, pour revenir sur nos réflexes un peu gaulois, bon, quand vous voyez là le débat des deux régulateurs, on aura, j'imagine, Olivier Schrammeck tout à l'heure, qui nous donnera quand même le point de vue du CSA, mais enfin... Vous dites qu'il n'y a que dans notre pays où on a ces débats entre deux régulateurs qui se disent c'est à toi, c'est à moi, et puis tiens, si je pouvais aller sur ton territoire, je vais te donner des conseils pour régler l'audiovisuel. Enfin, je veux dire, c'est juste, ça commence comme ça. Moi, tout le monde se réjouit, un certain nombre se réjouissent en disant tiens, on a franchi une étape dans le financement des chaînes. Et hier, c'était uniquement la publicité, demain, ça sera une partie de la publicité, une partie... leur signal et les services associés. Mais il nous a fallu combien de mois pour convaincre, David le sait, Orange, pour qui c'est peanuts, hein. Je veux dire, je vous rappelle les chiffres, je parle sous ton contrôle. Le chiffre d'affaires d'Orange en France, 20 milliards d'euros, un peu plus, 7 milliards d'EBITDA. Ce qu'ils vont finir par payer à TF1, c'est quelques millions d'euros. Bon. Donc à un moment, vous vous dites, OK, il nous a fallu cette bataille-là. C'est quasiment un système Robin des Bois, au fond. Les riches pour donner aux pauvres. Moi, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu, quoi ? Sachant que vous le faites, et tu le sais comme moi, dans d'autres pays d'Europe, etc., etc. Et ce que j'ai apprécié dans le débat qu'on a pu avoir avec Alain et le groupe Altis, c'est juste de se dire, parce qu'ils ont l'expérience des États-Unis, parce que les chaînes américaines ont commencé à évoluer dans ces sens-là, en disant il y aura deux canaux différents qui seront le financement de la télévision, par la publicité et par les contenus, que les lignes ont un peu bougé. Mais je veux dire, c'est vraiment... Alain a peut-être des chaînes gratuites à vendre à Bouygues Télécom aussi, peut-être. Ouais, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, ça peut être gagnant-gagnant, tous ces trucs-là. Et donc, je veux dire, est-ce que c'est vraiment à l'aune de la bataille qu'il faut mener entre nous? Donc, quand vous vous interrogez là-dessus, moi, je dis... On est quand même prisonnier de beaucoup, effectivement, de partis pris, de défense de position qui ne vont pas plus loin que juste hier c'était mieux et on va continuer à faire comme hier. La bonne nouvelle, par exemple, dans les accords par exemple, qu'on vient de faire avec les producteurs, moi je vois simplement le fait que petit à petit des professions qui étaient très protégées, c'est ce que rappelait Thomas, en France, qui était quand même assis sur des privilèges assez incroyables quand on le met à l'aune du reste du monde, commence à bouger. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de les emmener en disant il faut se moderniser. C'est vrai que ça demande aussi un acte fort à la fois des régulateurs et à la fois des pouvoirs publics. Alors c'est vrai que les pouvoirs publics, on l'a compris, je pense, les uns et les autres, sont coincés entre qu'est-ce que je fais pour la France et que va faire Bruxelles. Donc, quelque part, est-ce que la France peut bouger, prendre le leadership, ou est-ce qu'on attend Bruxelles et qu'est-ce qui se passe exactement à Bruxelles? Donc, on en revient à nos sacro-saintes discussions sur est-ce que l'Europe agit comme un seul acteur économique alors que les Américains s'en foutent complètement, comme le disait Maxime. Voilà, ils sont là, nos débats. Et donc, c'est vrai que nous, ça demande une énergie de dingue de faire bouger ces lignes, mais soyons-en conscients. Moi, je dis simplement avec un vrai message d'espoir, parce que moi je crois que notre pays est capable de se réinventer, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui, à force d'en parler, à force de voir les modèles économiques des autres, commencent à se remettre en question. Par ailleurs, si je puis me permettre, parce que là c'est un appel là aussi à coopération avec les opérateurs de télécom, si je puis me permettre une remarque, c'est leur intérêt. Je dis ça tout simplement parce qu'aujourd'hui, le triple play, je sais pas, il est à 30 €. Chez vous, il est à 30 € à peu près. Voilà, bon, 30 € avec dedans TF1, France Télé, M6, du replay, etc. etc. Bon. Si demain, je mets un scénario un peu catastrophique, mais on est affaibli, donc on va affaiblir cette offre de contenu. Netflix a monté. Netflix, c'est en plus, hein, c'est 30 plus 12. Donc... les opérateurs de télécom ne vont pas pouvoir maintenir ce 30 € de revenus moyens par abonné
éternellement avec une offre de contenu qui va s'affaiblir et des offres à côté qui valent 12 euros. Donc demain, le 30 va passer à 20. Ça fait des centaines de millions de marge. Donc il y a de quoi, je pense, partager un tout petit peu quelques millions d'euros avec ces fournisseurs de contenu. Pardon de ce raisonnement un peu économique, mais parce que les opérateurs... Vous connaissez par cœur parce que vous avez dirigé Orange France. Mais les opérateurs sont aussi locaux que nous le sommes. C'est ça que je veux dire. Une petite réponse de David, puis après on passera... C'est tout à fait exact, mais je ne suis qu'à moitié d'accord avec le raisonnement. D'une part, parce que Netflix est inclus dans les offres si les consommateurs veulent Netflix, donc ils payent de toute façon leurs 40 euros. Je veux dire, c'est pas en dehors du lot. Et de toute façon, plus l'opérateur télécom paye de chaînes, plus son coût est cher et plus il est obligé de le répercuter sur le consommateur. Donc, il faudrait qu'on soit certain. La seule chose qui m'inquiète un tout petit peu dans le discours de Delphine, c'est que je me demande si demain le service public ne va pas venir demander aux opérateurs télécoms de payer aussi son transport. Alors je rappelle. Nous on l'encourage. Nous on l'encourage à le faire. Oui, mais je rappelle quand même que les. Parce qu'ils dépensent beaucoup en contenu et à un moment leur contenu. Je rappelle quand même que les opérateurs télécoms depuis quelques années payent une taxe spéciale pour financer le service public. Et que Aurore Berger voulait supprimer. 2 fois nous paraît très 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 cher. Alors j'ai une nouvelle pour vous quand même sur la taxe qui finance le service public, c'est que l'année prochaine elle financera zéro. Mais alors, zéro du service public. Le TSO. Et Aurore Berger a dit qu'elle voulait la supprimer. Alain Veil, je voulais voir avec vous. Est-ce qu'on est effectivement comme ça condamné, et on l'a vu un petit peu dans le débat sur la nouvelle loi audiovisuelle, à chacun essayer de se partager un gâteau qui maigrit, qui se rétrécit, ou est-ce qu'ensemble, on ne devrait pas mettre beaucoup plus d'énergie à essayer de faire grandir le gâteau et quelles sont les pistes pour faire grandir le gâteau ? Pour faire grandir le gâteau, il faut plus de souplesse, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit pendant tout ce débat, il y a beaucoup de freins en France au développement, notamment de la publicité à la télévision. Parlez plus proche du... Les investissements publicitaires aux États-Unis sont 4 fois supérieurs à ceux de la France. C'est en grande partie, pas seulement, mais en grande partie lié à la réglementation. Sinon, moi, je suis optimiste. Je pense que les opérateurs télécoms vont dépenser de plus en plus d'argent dans les contenus, parce que si on veut aussi garder nos clients, il faut qu'on ait des contenus forts. Nos clients, ils peuvent maintenant se débrouiller tout seuls, aller vers l'OTT, ce qui n'est pas obligatoirement pour nous une mauvaise nouvelle d'ailleurs, parce qu'il faudra toujours passer par l'opérateur télécom pour avoir accès au très haut débit. Mais on voit aux États-Unis, ça va très très vite. Donc nous, c'est pour ça qu'on mène beaucoup d'expérience aussi dans ce domaine-là. Les opérateurs télécoms ont vu en France leur métier évoluer ces dernières années. D'abord, c'était le téléphone, ensuite ça a été Internet, et puis la télévision. Et finalement, c'est un métier encore assez récent. Et moi, je pense que les opérateurs doivent continuer à investir dans les programmes. Ils doivent distribuer des chaînes de qualité. Donc, en disant ça, je veux simplement expliquer que nous, on a des idées pour créer de nouvelles chaînes. On sera candidat pour distribuer des chaînes de qualité. On s'intéresse au contenu quand il est fort. On cherche des alliances dans le secteur du cinéma pour être encore meilleur, justement, pour avoir une offre forte face à Netflix et face à Amazon Prime Video. Donc nous, on est conscient qu'on devra avoir encore plus de chaînes de qualité pour pouvoir attirer nos abonnés. Je nous entends depuis le début de ce débat parler évidemment de régulation, de déréguler même certains secteurs. On se pose beaucoup de questions finalement d'ordre réglementaire, juridique et d'affaires de gros sous, mais il y a un seul mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est celui des audiences. Là, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est finalement se poser des questions pour pouvoir faire perdurer ou vivre encore un peu deux modèles mixtes. Accompagner des audiences vieillissantes qui ont encore des habitudes de consommation en télévision pure et dure, éduquer un public qui est parti sur des plateformes consommer d'autres contenus. Et finalement, la vraie question dans l'équation, c'est celle qui arrive après 2019. Comment est-ce qu'on va chercher de nouvelles audiences ? Parce que si on n'a pas d'audience, nos contenus ne seront pas regardés. Donc concrètement, comment est-ce qu'on essaie d'être un peu positif et de remettre l'utilisateur /audience /consommateur de contenu dans l'équation ? Parce qu'ils vous regardent tous, ils regardent autant la télé que les plateformes, que du contenu sur device mobile. Moi, en 24 heures, je suis à la fois auditrice, téléspectatrice, lectrice et Netflixienne. Je peux intervenir, je suis moins concerné en plus que mes camarades, donc ça m'amuse beaucoup. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet, en effet, de share of time.
Pourquoi vous pensez plus avoir d'audience demain, Maxime Serda, chez Canal ? Beaucoup moins important pour Canal+, parce que d'abord, ça fait longtemps qu'elle se porte sur le délinéarisé. Ça fait longtemps, nous aujourd'hui, on a à peu près la moitié de nos abonnés qui consomment nos contenus en délinéarisé. Et qu'on a fait ce mouvement, on a lancé le binge avant Netflix en France. On avait vu ce qu'ils faisaient aux États-Unis. J'ai pas inventé le concept, mais on l'a fait avant eux. Et donc, en effet, je pense qu'il y a un vrai sujet pour nos amis, d'autant qu'on l'a dit. Mais c'est plus un sujet de revenu que d'audience. Parce que l'audience, aujourd'hui, vous arrivez à le faire en délinéarisé aussi, de plus en plus. C'est pas tout à fait les mêmes revenus publicitaires. Donc, je pense que c'est plus, pour moi, plus une question de revenu que d'audience. Mais ça m'intéresse de vous écouter là-dessus. Tu lances le débat. Gilles. Alors oui, enfin, non, mais nous, on est évidemment, c'est le sujet numéro 1 qui nous passionne par rapport à la fois à nos annonceurs et surtout à la façon dont le public français s'intéresse à nos programmes. Moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est enfin, ça a toujours été, j'imagine, le cas, et je suis assez nouveau, ça fait 3 ans que je suis là, dans la télévision, mais cette perpétuelle nécessité de se réinventer, de séduire et d'emmener nos concitoyens sur des nouveaux territoires. C'est ce qui fait l'âme de nos métiers. Et moi, ce qui me donne espoir, c'est qu'on était très dépendant. Vous prenez une chaîne comme TF1, je prends encore les contrats avec les grands studios hollywoodiens, les fameux output deals, etc. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, il nous en reste un. On a 1 ou 2 séries américaines qui tournent, qui marchent bien, marchent assez fort. Les autres sont plutôt très moyennes. Du coup, on s'est reporté, alors c'est assez récent, sur la fiction française. On a parlé un certain nombre d'entre nous à La Rochelle, là, dans un récent festival, et qui donne une dynamique à la fiction française. Vous l'avez peut-être vu, là, il y a 8 jours, on a fait le lundi dernier avec Jacqueline Sauvage et le téléfilm de Muriel Romain, un carton d'audience, en replay phénoménal. Bon, et les gens sont capables de se mobiliser sur des programmes qui sont quand même pas les programmes les plus gais du monde et qui vous font pas rêver. C'est l'histoire quand même d'une femme qui tue son mari. Bon, mais ce sont des sujets de société, mais ce sont des sujets que peut-être jamais. Moi, je pense que les plateformes numériques auront du mal à aller sur ces sujets-là, ou le feront différemment. Mais là-dessus, il y a des vrais savoir-faire. Notre journal télévisé a été réinventé. On a inventé le MAG, on a inventé des tas de choses. Et il y a un intérêt pour nos journaux télévisés. À un moment, on n'a jamais été tous, autant qu'on est, informés, eu des alertes et tout ça. Une chaîne comme TMC, qui est une petite chaîne, ou qui était une petite chaîne, on est en train de la faire émerger avec un coup c'est Quotidien, un coup c'est Burger Quiz. Des formats qui sont un peu soit vintage, soit réinventés complètement. Et soudainement, on voit de la mobilisation, mais aussi des reprises sur le digital, parce que c'est plus tout à fait la télé d'il y a 15 ans. Et le Burger Quiz cher à Canal, il a été totalement transformé. Donc voilà, non mais c'est ça l'intérêt. C'est quand même de dire, j'apporte une vraie modernité. Les jeunes sont aussi là, parce que les jeunes regardent aussi ces émissions-là, contrairement à toutes les idées reçues de « ils ne regardent plus la télé ». Sur Jacqueline Sauvage, il y a une grande partie des 15-24. Hein. Donc, je veux dire, soyons conscients de tout cela. Et effectivement, dans l'auto-flagellation, je crois que ce n'est pas la peine de trop en faire. Il y a une DEI qui diminue. Elle est compensée en partie par les 3 écrans et le délinéarisé. Donc ça, on arrive... Et notre pays sera peut-être, avec Médiamétrie, l'un des mieux équipés pour l'analyser. Donc c'est ça ce qui nous donne, nous aussi, de l'espoir, parce qu'on est peut-être plus en avance que les Américains là-dessus. Et en se disant, voilà, on est juste avec notre temps, quoi. Réaction avec Thomas Valentin, et si je peux me faire encore une fois l'avocat du diable et des grands méchants GAFA, en l'occurrence en matière de sujets sociétaux, il y a une série sur Netflix qui s'appelle 13 Reasons Why, qui traite du cyberharcèlement et du suicide chez les adolescents, et qui permet aussi à certains publics de se mobiliser autant que pour Jacqueline Sauvage et les violences faites aux femmes sur TF1. Réaction avec Thomas Valentin et ensuite Delphine Ernotte. Réaction ou réponse, vous posez la question des audiences. Ça fait 10 ans que les chaînes de télévision qui sont autour de cette table se sont fortement mobilisées et développées dans le digital. Ça fait 10 ans qu'on investit dans le digital. Sur 6play, il y a 23 millions d'inscrits. Il y a 3 jeunes Français sur 4 qui sont inscrits. La data, on fait ça en permanence. Le jour où on sera autorisé à être aussi agile, parce qu'on peut l'être que nos concurrents, je peux vous dire que la télévision a beaucoup plus de puissance, c'est ça la bonne nouvelle, et beaucoup plus d'atouts que n'importe quel GAFA. Pourquoi ? Il y a 23 millions de téléspectateurs qui regardent
en direct la télévision tous les soirs à 21h. Il y en a 40 millions qui regardent tous les jours. Même si ça baisse de 5%, c'est un nombre absolument considérable. Or, nous sommes devenus des éditeurs linéaires et non linéaires simultanément. Ça y est, c'est déjà fait. Alors, il y a un autre point que je voulais souligner, parce qu'on n'en parle pas assez, à mon avis, et y compris dans les rapports parlementaires ou dans les propositions, c'est celui de la data. C'est la question de la data. La data, c'est le pétrole de demain, déjà un peu d'aujourd'hui, et c'est les lignes éditoriales de demain. Ce sont les lignes éditoriales de demain. La connaissance qu'on a de notre public à travers la data, c'est-à-dire de chacun d'entre eux, de ce qu'il fait au moment où il le fait et d'être capable de lui adresser le programme qui convient, y compris pour une chaîne linéaire, c'est le cœur de demain. Et quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, entre nous, éditeurs, et les téléspectateurs, il y a les opérateurs. En France, c'est un atout, mais c'est un problème. 95% des télévisions connectées sont connectées à des box. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est un fait. Et demain, et déjà en partie, les intermédiaires, ce sont les OS. Et est-ce que Android et est-ce que Apple rémunèrent les intermédiaires? Demandez à la presse. Est-ce que Apple ou Android ou d'autres opérateurs ne cherchent pas à capter nos contenus et non plus nos lignes éditoriales et à mettre sous la forme qu'ils veulent, dans l'ordre qu'ils veulent? Voilà. Donc cette régulation de la data, cette prise en compte du fait qu'on est dans un autre monde va être très importante et déterminante pour nos métiers, les recettes aussi, mais je dis bien les lignes éditoriales. Pas de data, pas de chocolat. Attendez, parce qu'il n'est pas question, juste pour un mot, parce que ça, un mot, pardon. Il n'est pas question d'argent, il est aussi question de contenu et de culture. Absolument, complètement. Et notamment avec les stratégies chez M6 et chez Sisplay, notamment de ciblage émotionnel qui vont bientôt arriver en matière de publicité et de programme. On pourra notamment en reparler. Et c'est notamment un driver de croissance pour vous. Je vois que tout le monde veut réagir. Par ordre d'apparition, Delphine Ernotte, Alain Veil et puis Gilles Pélisson. Oui, vous disiez en fait le principal sujet, c'est comment on va toucher d'une manière ou d'une autre avec nos propositions des jeunes publics qui se détournent de la télé. Je crois que vous avez raison de dire que c'est le sujet principal et que cette mutation vers le numérique, moi, je pense qu'on a démarré sur certains sujets, mais on est très 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 loin d'avoir même pris conscience de la transformation que ça représente. Voilà. Nous, le service public, on a démarré cette transformation-là. C'est vraiment une autre façon de penser, une autre façon de travailler. Je donne un exemple, mais aujourd'hui, on a tendance à équilibrer entre nos chaînes pour savoir quelle est la première, comment on équilibre les programmes, etc. À millimétrer à quelle heure on va finir le 20h pour prendre le maximum sur celui de TF1. Bref, tout ça, c'est cette science de la télévision bien connue. Je pense que demain, tout ça n'aura aucun intérêt. On se dira, bon, comment notre première antenne, ça sera France.tv. Sans doute que les chaînes traditionnelles seront le replay du numérique. Ouais. Donc c'est vraiment une révolution au sens où on va penser totalement différemment. On ne sera pas à parler à tout le monde en même temps, mais on se demandera quelle est la série qui va plaire aux jeunes garçons de 13 ans ou aux jeunes femmes de 21. Et c'est comme ça qu'on va concevoir demain nos programmes. Donc c'est une révolution totale. Ouais. Voilà, je le pense. Ce qui est important dans cette révolution, c'est qu'effectivement M6 puis TF1 ont mis sous log de connexion leur replay. Bien évidemment, France Télévisions a essayé de le faire. Il a été obligé d'enlever le log. Il y avait un débat, je ne sais pas si vous y avez assisté, en début d'après-midi, sur la publicité ciblée. Et le sénateur Leleu disait pas de publicité ciblée pour l'audiovisuel public. Donc je vous demande de réagir. Est-ce que il faut que vous soyez au même picrocollant. C'est un mot à la mode. Il faut que vous ayez accès aux data aussi. Picrocollant. Il faut qu'on ait accès aux data. Moi, je rejoins ce qu'ont dit mes camarades. Et d'ailleurs, je prêche aussi pour eux en disant ça. Je pense que le sujet dans cette transformation numérique qu'on a tous à réaliser, c'est avec quels moyens on l'a fait. Parce qu'il faut qu'on se batte. On a vu d'ailleurs avec l'excellente étude NPA qu'on avait un marché publicitaire qui était quand même atone. Donc on a intérêt tous les uns les autres. Et moi, si TF1 et M6 se portent bien, je me porterai mieux. Hein. Parce que si les groupes audiovisuels français se portent bien, ben ça sera mieux pour le service public français. Je n'ai aucun intérêt, mais je le dis comme ça, aucun intérêt à ce que qui que ce soit dans la salle se porte mal. Donc je pense qu'il faut libérer de l'énergie, libérer aussi de l'argent. Alors, pas pour le service public,
Bon, c'est le puli de la classe, de toute façon. Hein, il en a toujours trop. On va faire des économies. Très bien, donc pas pour le service public. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, honnêtement. Je pense qu'il faut des datas, ouais. Il faut de l'argent, il faut faire cette mutation. Il faut être autant, je pense, qu'il faut être extrêmement ferme sur ce qu'on veut obtenir, les résultats qu'on souhaite de cet audiovisuel et de la réforme à venir, de l'audiovisuel tout court. Autant je pense qu'il faut laisser aux gens le choix de leurs moyens et libérer les énergies. Et libérer les énergies, c'est aussi libérer les ressources financières. Et je prêche là pour mes camarades du privé. Gilles, puis Alain. Oui, enfin moi juste pour renforcer ce que vient de dire Delphine, hein, en tant que citoyen, au nom de quoi, si j'ai un service public français qui est puissant, qui est fort, qui est diversifié, il n'aurait pas le droit de connaître mes goûts, ma data à moi, citoyen, pour, à un moment, me donner le meilleur service possible. Enfin, juste quand on écoute ce genre de position, on se dit, je ne sais pas si c'est picrocolin ou croquignolesque, mais c'est juste, non mais on se dit, on est quand même dans des débats, on est quand même dans des débats de dingue. Juste pour revenir et rebondir sur la publicité adressée aux ciblés, je veux dire, moi, vous le savez, dans la loi actuelle, on a une obligation de continuité du signal qui fait qu'on n'a pas le droit de différencier les régions, les Français entre eux. Vous le savez comme moi, je veux dire, on a tous tapé sur Internet un truc, on a cherché un hôtel quelque part, on a cherché une paire de baskets quelque part, on se retrouve sur Google ou sur d'autres. Des jours après, avec la même ville qui ressort, avec le même truc, parce qu'on vous a tracé, on sait que vous êtes intéressé à ça, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire à des gens du nord de la France, compte tenu de ceci, du climat, de ceci, voilà une publicité qui vous est adressée, voilà pour le sud de la France, parce qu'il y a peut-être plus de soleil, et que des annonceurs vont répondre à ça. Enfin, au nom de quoi on peut se dire non, il faut surtout traiter notre pays de la même façon parce qu'ils sont tous pareils. Alors que sur Internet, je veux dire, c'était fait pour favoriser Google. Voilà. Non, mais... C'est juste. Non, mais on se dit, mais c'est dingue. On le vit tous les jours sur Google, au quotidien, où on est vraiment traité comme un individu à part entière. Et là, il y a cette espèce d'infantilisation qui consiste à dire non, ils sont tous pareils quand il s'agit de la télé. Vous pensez que ça va être libéralisé très vite ? Vous l'espérez ? Le risque, c'est que c'est pas sûr. Enfin, on n'est pas à l'abri de la bêtise. C'est pas sûr, je reprends le mot que j'utilisais tout à l'heure. C'est-à-dire comment on peut accepter demain qu'on n'ait pas le droit de faire des choses que les GAFA peuvent faire. Moi, je veux bien qu'il y ait des règles, mais c'est les mêmes pour tout le monde. Et pour reprendre l'image du premier de cordée dont on parlait récemment, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a dans le secteur de l'audiovisuel, alors ceux qui essayent de monter, et puis ceux qui sont en dessous, qui ont plus de difficultés, et c'est lié à la géolocalisation, parce que le débat sur la géolocalisation, c'est le sujet de la protection de la presse quotidienne régionale, qui est un sujet important, bien sûr, mais l'idée de croire que si on met des règles aux chaînes nationales, le dernier de cordée, en fait l'idée c'est qu'il entraîne celui qui est au-dessus, parce que du coup, on va tous être en difficulté si on ne peut pas avoir de réponse dans la publicité digitale par rapport à Google ou Facebook, c'est une stupidité. Et à côté de ça, Google et Facebook, eux, ils sont en hélicoptère, ils se posent sur le haut de la montagne et l'affaire est réglée, ils peuvent faire de belles propositions aux annonceurs. Aux États-Unis, nous déjà, on fait 300 millions de dollars à New York de publicité adressée. Les annonceurs sont ravis, pourquoi ? Parce que, et c'est une chance extraordinaire pour la télévision, c'est que la pub digitale, c'est formidable, tout le monde y croit, notamment parce qu'elle est déjà adressée, elle est géolocalisée, donc elle présente certains avantages. Elle a parfois une limite aujourd'hui sur un mobile ou sur un écran d'ordinateur, c'est sa dimension créative. Alors que la télévision, c'est magique. On est chez soi, on regarde, ou on est éventuellement, même dans son lit, on regarde son ordinateur, mais on est sur un écran assez grand, on a une expérience qui est de très grande qualité. La publicité, c'est fait aussi pour faire rêver. Et la télévision, elle va apporter cette dimension à la publicité digitale à partir du moment où on pourra utiliser les datas et faire de la publicité adressée. Donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. C'est d'ailleurs un plus aussi pour le téléspectateur, parce que du coup, le téléspectateur, il va recevoir de la publicité avec laquelle il va être beaucoup plus en phase. Donc du coup, la publicité sera beaucoup moins intrusive pour lui. Quand on lit un magazine de décoration, la publicité fait partie du contrat de lecture, parce qu'on a du plaisir à regarder les pubs, parce qu'on s'intéresse à la déco, on se pose des questions sur le futur canapé qu'on va acheter, et donc la publicité n'est pas intrusive. Aujourd'hui, la publicité elle est plus intrusive parce qu'on est concerné directement peut-être que par 10% des messages qu'on peut voir dans un écran de publicité. Donc c'est vraiment un enjeu considérable.
la publicité adressée. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas à l'abri de certaines restrictions que les GAFA n'ont pas. Et ça, c'est injustifiable et ça serait terrible. Ubérisation de la publicité, on continue avec vous, Maxime Saada, et puis David Kessler. Non, moi, sur ce sujet, je pense que c'est un des rares sujets où on est tous d'accord. Ça tombe bien. Par contre, ce qui va m'amuser, c'est la deuxième étape, c'est que si jamais on y arrive, ça va être le partage de la valeur. Parce que là, on va avoir les telcos qui vont dire « mais tu comprends, c'est moi qui te fournis la data », et puis voilà. Donc on va retomber sur le sujet de la distribution assez vite, qu'on évoquait. Je voulais aussi parler d'un sujet qui est moins à la mode, mais qui pour moi est le premier sujet, en termes de valeur, pour le groupe Canal+, en tout cas, parce qu'on parle beaucoup de Netflix, les GAFA, les méchants, etc. En attendant, ces gens-là encouragent à payer pour du contenu. Moi, mon premier sujet aujourd'hui en France, c'est le piratage. Je me félicite d'ailleurs de tout un tas de préconisations qui sont faites dans le rapport Berger, où on peut dire qu'elle n'a pas manqué de courage. Et moi, je souscris à l'ensemble des propositions qui sont faites par Madame Berger, vraiment. Et si on pouvait vraiment avancer sur ce sujet, parce que ça, c'est de la dilution de valeur pour l'ensemble des acteurs, y compris, j'ai envie de dire, les Américains. Et en France, c'est là aussi, on est dans les champions du monde, puisque, vous le savez, le haut débit, en particulier sous l'impulsion de Free, d'Orange et des opérateurs, est la pénétration est très élevée en France par rapport à d'autres pays. Donc, et par ailleurs, on aime bien risquiller. Donc la combinaison de la pénétration du haut débit et de l'attitude française, on va dire, fait qu'on a un Français sur 4 aujourd'hui, chaque mois, qui pirate. C'est plus les jeunes générations, maintenant on a des 49 et plus. Et c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc moi, vraiment, j'encourage surtout les pouvoirs publics à se mobiliser sur ce sujet-là. Alors, pas tout à fait sur le piratage, mais sur le fait que ce qui est important en télévision, c'est les contenus. Les contenus, il faut posséder les droits, et certains contenus sont de plus en plus chers et qui sont réservés à la télévision payante. Moi, je vais avoir une question sur le fait que on va empiler comme ça. On va payer un accès à un FAI, puis après on va payer un RMC Sport, puis après on va payer un Canal, et puis après on va payer un Salto. C'est d'abord Canal, ensuite RMC Sport. Oui, enfin, laissez-moi l'ordre dans lequel je le développe. Et puis très bientôt, on va devoir payer une chaîne Mediapro. On paye, voilà. À un moment, est-ce que la capacité des Français à payer va être atteinte, et en Netflix aussi, et est-ce qu'il n'y a pas un nouveau métier qui va être celui, j'allais dire, de grossiste pour prendre toutes ces offres et faire une offre, j'allais dire, à un prix, acheter en wholesale et revendre en détail. Je commence en 2 minutes. Je pense que ce métier-là, c'est la vision qu'Apple a de sa vision, enfin d'elle-même, je veux dire, l'agrégateur ultime mondial d'app, pour reprendre les termes de Sébastien Soriano tout à l'heure, parce que tu peux dire on n'est plus qu'une app, mais à la fin tu auras quand même une app avec un logo TF1. Et eux, ils prennent 30%. Et donc le référencement, et le référencement sera très important pour nous, et là il a raison. Donc je pense que, en effet, tu vois. Je pense que c'est une bonne question, la question du wholesale. Je pense qu'il n'y a pas d'espace économique, parce qu'en fait Netflix est arrivé en low cost en réalité. D'ailleurs, si on devait faire from scratch un service de SVOD, voilà, ils ne payent pas la dispersion, ils ne payent pas la bande passante. Donc il n'y a pas d'espace économique pour un agrégateur autour de 12 €. Voilà, il n'y a pas d'espace. Non, il n'y a pas d'espace économique en France. On est condamné à empiler, ou à choisir de ne pas regarder du foot ou du cinéma. Et par ailleurs, il n'y a pas d'espace économique chez les telcos non plus, parce que c'est vrai qu'on a certes une pénétration très forte en France des telcos, mais les telcos font des marges ridicules sur le fixe. Pardon, c'est vrai. Donc voilà. Par une concurrence là aussi effrénée qu'on a su très bien organiser sur notre territoire national, ce qui interdit donc à ces chefs de file nationaux d'aller conquérir le monde, puisqu'ils se font la guerre à la maison. Voilà. Sur ce point, et puis après pour revenir sur 2-3 sujets très rapidement, je pense que ce que Delphine dit est très important. Une des différences quand même fondamentales entre le marché européen et le marché américain, a fortiori le marché français, c'est la différence de revenus des opérateurs de télécommunications, qui a accéléré le développement des GAFA, parce qu'il y a le phénomène qu'on appelle de cord-cutting, c'est-à-dire le fait que vous diminuez fortement votre facture de 50 $ ou 60 $, alors qu'en France, les marges sont beaucoup plus faibles, parce que notamment
la concurrence entre opérateurs telco est plus forte encore que la concurrence entre télévisions. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, moi je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit sur la data et sur la nécessité. Je rappelle quand même que comme on est non seulement dans un pays de réglementation, mais dans un continent de réglementation, il y a un règlement général sur la data qui complique la vie de chacun et qui rend aussi compliqué les échanges de data. C'est-à-dire donc tout ça suppose l'accord du consommateur, ça suppose l'information. Donc on est dans un domaine qui n'est pas complètement facile. C'est quand même bien en tant qu'user de pouvoir nous donner votre consentement. Non, mais par ailleurs, c'est très protecteur et par ailleurs, ça a des avantages. Mais simplement, encore une fois, ça veut dire que tout ce qui est usage, tout ça doit se faire sous un contrôle qui est relativement complexe. On ne peut pas simplement utiliser la data avec le même degré de liberté que nos concurrents américains, par exemple. Ça, très clairement. Et le troisième point, et je m'arrêterai là, mais c'est simplement, je crois qu'effectivement, ça a été dit ici ou là, il ne faut pas partir de cette idée que la télévision est morte et que maintenant, c'est l'OTT qui triomphe. Je pense que ce que montrent au fond les statistiques quand on regarde tous les chiffres, c'est que au fond la télévision elle stagne globalement, elle ne progresse pas beaucoup, mais elle reste quand même la plus forte, très 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 fortement la plus forte, toutes générations confondues. Et donc, même chez les jeunes, d'abord, l'écran de télévision reste central. Vous connaissez ces statistiques. Chez Netflix, 70% des gens, au bout de 6 mois, regardent Netflix sur la télé. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. L'écran de télévision reste central. Deuxièmement, la télévision. Simplement, la progression aujourd'hui de la vision de la vidéo se fait par l'OTT. Et donc, ce sont ces éléments-là qui font qu'on est rentré dans un univers de forte incertitude, de forte incertitude sur l'avenir, et qui font qu'effectivement, je pense que sur ce point, on est d'accord. Après, il y a des réponses différentes. Il y a certainement plusieurs types. Vous posiez la question des alliances en commençant, plusieurs types d'alliances. Mais il faut qu'on ait toujours deux pieds, c'est-à-dire un pied central qui est l'exercice de la télévision, et puis aussi se dire il faut des plateformes OTT pour pouvoir répondre si demain les usages évoluaient. Mais le risque crée aussi les opportunités, Delphine Ernotte. Oui, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas annoncer la fin programmée de la télévision, pas plus que de la TNT d'ailleurs. Néanmoins, je trouve que là, en cette rentrée, on constate une baisse très significative du nombre total de téléspectateurs devant la télévision. Donc, ce dont je vous parlais sur les pays du Nord, où là, ils ont perdu la moitié de leurs jeunes en 2 ans, je pense que ça va arriver. Voilà. Et ça va arriver sans doute plus vite qu'on ne l'anticipe. Donc, il y a quand même un sujet de rapidité d'évolution de nos transformations des uns et des autres. Et puis, sur la data, alors moi j'ai un point de vue un tout petit peu différent. Je me dis que finalement, dans un monde audiovisuel qu'on appelle de nos souhaits, avec des réglementations qui s'appliquent aussi bien aux acteurs locaux qu'aux acteurs mondialisés, je pense que tout ce qui est protection de la vie privée, ce qui est finalement notre façon européenne de voir la vie tout court, a tendance à favoriser les acteurs locaux, augmente les coûts des acteurs mondialisés et permet, je pense, de trouver une forme de, peut-être à terme, d'équilibre. Donc moi, je suis très favorable à ce qu'on soit assez strict sur tout ce qui est utilisation de la data. Alors par les acteurs publics, c'est une évidence, mais de manière générale, qu'on respecte le consentement de tout usager et évidemment un respect très très strict. Vous êtes favorable au RGPD? Complètement favorable au RGPD. Attends, ouais. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, respecter le consentement, évidemment, je suis d'accord. Ah oui, mais simplement, pousser un raisonnement en disant, en fait, ça coûte moins cher aux Européens qu'aux Américains, j'ai pas compris pourquoi. Moi j'opère Dailymotion, ça me coûte tout aussi cher que YouTube, sauf que j'ai pas les moyens de YouTube. Donc je pense que ça vient favoriser, une fois de plus, le développement des GAFA sur nos territoires. Parce qu'eux, ils ont les moyens, et pour nous, c'est très 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 coûteux et compliqué. C'est-à-dire que typiquement, si on reprend vraiment le cas de l'Europe qui se fait chevalier blanc de la privacy via le RGPD et via e-privacy qui nous attend comme une épée de Damoclès, mais qui va cette fois-ci toucher les cookies, c'est encore différent et c'est encore un système qui va contredire le RGPD par ailleurs. Bref, ça veut dire quoi concrètement? Que
le RGPD qui a un peu été quand même designé par la Commission européenne pour faire une entorse aux plateformes américaines et aux GAFA, finalement, les GAFA, elles ont les budgets, elles ont les staffs légaux pour être compliant. Vous les avez pas? On les a, mais ça nous coûte de l'argent, c'est tout. C'est tout autant que les Américains. Et on n'a pas les mêmes moyens. Vous vouliez réagir? Thomas Valentin. Non, je voulais ajouter un point, parce qu'on a parlé évidemment un peu de programme, mais dans tout ce qui se passe, il n'y a pas que la guerre avec les GAFA, il n'y a pas que cette tectonique des plaques incroyable qui est le direct-to-consumer. Il y a aussi une particularité française, c'est la relation qu'ont les diffuseurs avec les talents, avec les producteurs. Et là, il faut absolument redéfinir la relation des diffuseurs avec les producteurs. Parce que qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le fait qu'à part quelques exceptions, un certain nombre de producteurs français ont été rachetés par des gros producteurs étrangers, souvent liés à des diffuseurs, quasiment toujours liés à des diffuseurs. Il y en a un qui s'appelle, c'est un symbole, Tetra Media, qui produit le Village français, qui est maintenant un village anglais, chez ITV. Donc c'est pas anodin, c'est très important. Il s'agit là de la création de nos producteurs. Et aujourd'hui, on a une règle qui, comme toutes les autres, date d'il y a 30 ans, d'un autre monde que rappelait David, où les diffuseurs étaient extrêmement puissants. Mais enfin, en gros, ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne que... moi, je suis tout à fait favorable à la défense de producteurs indépendants, agiles, petits, qu'il faut protéger parce qu'ils sont très créatifs, mais ils n'ont peut-être pas la puissance pour négocier avec des grands groupes. Qu'il y ait des quotas pour défendre ces producteurs, je suis tout à fait d'accord. Mais ces quotas défendent ces producteurs, mais ils défendent aussi d'autres producteurs indépendants qui ont sûrement besoin d'être défendus. Quand je négocie avec Newen, qui est un petit producteur indépendant, très indépendant, et qui est très protégé par une règle très protectrice, parce que c'est sûr que Newen... Quand je négocie avec Shine Endemol, qui dépend d'un diffuseur aussi, et c'est un petit producteur, enfin c'est un producteur indépendant, voilà. Il est très bien protégé, et je dois lui céder plein de droits, parce qu'il est en situation difficile, évidemment, par rapport à la grande diffuseur Il est à M6. vendre, hein. Il est en situation Et puis, tellement difficile. autre dernier paradoxe, l'ensemble des quotas dépendants, parce que c'est à peu près 75% réservé aux petits producteurs indépendants qui n'ont pas de moyens, qui sont pauvres et qui sont très fragiles, et puis 25% qui sont productions internes ou dépendantes. Alors M6, on a une particularité, la totalité de notre production dépendante, on l'a fait avec un petit producteur indépendant qui produit un très bon programme pour nous qui s'appelle Scène de ménage. J'ai pas un euro dans le pourcentage, dans le capital de Cabot qui produit Scène de ménage, mais cette production est dépendante parce que c'est moi qui détiens le format. Voilà. Donc on est dans un paradoxe où le dépendant est indépendant et le... Mais cette définition, selon le rapport de Aurore Berger, cette définition va changer. C'est-à-dire qu'elle a réussi à assouplir en disant on ne change pas les quotas, les 75-25, parce que sinon il va y avoir des Pour débats. nous, c'est 85, hein, accessoirement. 85, pardon. On ne change pas les quotas. En revanche, on va changer la définition de l'indépendance qui permettra peut-être d'élargir. En attendant, les grands diffuseurs achètent nos producteurs français. Je souscris totalement. Pour nous, c'est un énorme sujet, puisque, comme vous le savez, le développement international est des éléments majeurs de la croissance de Canal. On a maintenant plus de la moitié de nos abonnés qui est à l'international. On finance 100% des créations originales le plus souvent. Baron Noir, Bureau des légendes qui arrive, je vous la recommande, elle est fantastique. La saison 4, 22 octobre. Et on a aucun droit, on a le droit de diffuser la série pendant 2 ans et demi. Voilà, le droit qu'on a. On finance 100%. On n'a aucun droit. Et quand on veut exploiter le Bureau des légendes, par exemple sur la chaîne Studio Canal qu'on vient de lancer aux États-Unis, on n'en a pas la possibilité parce que ça a été vendu à Netflix, une autre plateforme, etc. On a aussi, et ça concerne tous les acteurs ici, évidemment, l'enjeu du délinéaire, du délinéarisé. Moi, aujourd'hui, quand je diffuse la saison 4, je dois racheter la saison 1. Potentiellement, je ne m'entends pas. Potentiellement, je ne peux pas proposer à mes abonnés la saison 1 du Bureau des légendes au moment où je diffuse la 4. Enfin, on est dans une situation qui est ubuesque. Donc là, pour nous, c'est aussi un élément majeur qu'on attend des pouvoirs publics. C'est un gros sujet. On va, pour respecter, j'allais dire, pardon, le timing... Vous voulez réagir depuis Gilles Pélisson. Non, je voulais juste dire, enfin, deux mots là-dessus. C'était juste sur la télé adressée, revenir sur les États-Unis. L'exemple montre que par rapport à ce qu'on disait de négatif sur la télévision, c'est un formidable message d'espoir de moderniser un mass média pour le rendre consommateur centric, donc axé sur le consommateur. Et ça, je pense qu'on est tous convaincus que, bien sûr, on protégera les données, etc., mais il faut absolument il faut aller vite. relancer. Deuxième message par rapport à la production audiovisuelle, un message d'alerte que je reprends, il a été brièvement évoqué tout à l'heure, c'est quand même dans les attributions, voire les arbitrages du CNC, de voir qu'aujourd'hui, on a un secteur du cinéma, on peut tous s'en féliciter en France,
qui est plutôt très bien porté. Vous le savez comme moi, avec une performance extrêmement relative quand il s'agit de mesurer le box-office et la popularité des films produits. Sur les 250, voire 360 films produits l'année dernière, je rappelle que 150 ont fait moins de 50 000 entrées. Donc c'est juste terrible. Et donc ça veut dire qu'à un moment, il peut y avoir aussi des arbitrages par rapport à cette filière de l'audiovisuel, surtout le développement du genre que sont les mini-séries qu'encourage Canal, qu'encourage Netflix, que nous, on commence à encourager sur nos chaînes, qui peut se déporter, entre guillemets, du cinéma vers l'audiovisuel. Et je pense que sans mettre en péril notre industrie du cinéma, parce qu'on peut tous s'en féliciter, on peut aussi avoir des arbitrages qui sont un peu plus dans la nuance que simplement dire, si jamais il y a réduction notamment des contributions, etc., il faut d'abord impacter l'audiovisuel, parce que je pense que plus que jamais, cette filière de l'audiovisuel, elle a besoin d'être défendue. Allez, une question de presque fin, parce que je n'ai pas tout à fait eu ma réponse tout à l'heure sur l'engagement des publics à venir. Vous avez tous des enfants, des neveux, des nièces. Ils regardent quoi aujourd'hui? Ils consomment où ces programmes? Vous allez dire que je suis en boucle, mais je vais quand même répondre à votre question. Une anecdote personnelle. J'étais chez ma fille dimanche et elle me parle, elle me dit, genre, c'est formidable, là, pour son boulot, je suis en train de regarder Apocalypse, Deuxième Guerre mondiale. Très beau programme. Hein. Alors je dis, tiens, tu regardes où? Ah, sur Netflix. Voilà, donc elle paye pour regarder Apocalypse Now sur Netflix. Hein, et j'ai regardé après sur France.tv, j'ai vu la petite vignette. Les droits ne sont pas disponibles actuellement sur France.tv. Bon, alors... Je voudrais juste enfoncer le clou, c'est une anecdote, mais aujourd'hui, nous avons la capacité nous finançons la production, nous finançons 100% directement et indirectement. Nous tous, 2,5 milliards dans la production franco-française. Ces programmes, ils sont disponibles en gratuit sur nos plateformes pendant 7 jours. Un peu plus grâce aux accords fiction, c'est pendant 6 mois pour les fictions aujourd'hui, mais c'est pas pendant 42 mois. Donc oui, nous avons cette capacité, nous avons la technologie. Avec Salto, même s'il ne faut pas que l'autorité de la concurrence, demain peut-être, si nous sommes autorisés, nous aurons une plateforme commune avec une technologie donc il faut renégocier les droits. Puissante. Et donc, n'ayez pas d'inquiétude sur la capacité des éditeurs à faire les meilleurs programmes qui soient. Faites en sorte qu'on puisse les diffuser. Gilles, vos enfants, ils regardent les programmes dans une Ferrari au bord d'une falaise? Oui, non. Moi, ce qui me plaît, c'est quand évidemment ils regardent Quotidien ou quand ils regardent Burger Quiz, parce que je pensais qu'ils ne s'étaient pas forcément intéressés. Alors Quotidien, je le savais, voilà, mais Burger Quiz, j'étais pas sûr. Donc on peut réinventer, on peut trouver des programmes qui leur parlent, etc. Ce qui m'énerve, c'est quand je vois mon compte Netflix où je vois des choses que j'ai pas moi consommées, oui. Et où je m'aperçois qu'effectivement le partage des codes, et vous le savez comme moi, c'est que les 10 ou les 9 euros ou les 11 euros de Netflix, c'est totalement prédateur. Parce que ça veut dire que c'est 5, c'est 10 personnes, on peut se repasser les codes. Chez notre ami Maxime, c'est interdit, c'est verrouillé, tu veilles à ce que chaque device, etc., c'est très limité. Mais chez eux, c'est juste un arrosage global. Donc ça veut dire que le modèle est encore beaucoup plus hégémonique. Et sur tous les pays en plus. Voilà, mais que simplement ce qu'on peut se dire entre nous en disant ils sont à 13 euros, ils ne sont pas à 13 euros, ils sont à 2 euros, ils sont à 50 centimes. Quand vous le ramenez au code et au nombre de personnes qui l'utilisent. Et ça fait très très peur. Maxime, à part Baron Noir déjà, moi j'ai voulu acheter Apocalypse et chez France Télé a préféré le vendre à Netflix. Donc je tiens à le préciser quand même qu'à l'époque en tout cas. Mais je suis ravi des nouvelles règles que Delphine va imposer. Je pense qu'elles sont saines, blague à part, parce que 10% c'est un des gros succès de la plateforme Netflix. Hein. C'était quoi la question, pardon? Excuse-moi. Où est-ce que tes mes enfants ils sont regardent? à moitié, évidemment. Bon, ils sont à moitié MyCanal, l'autre moitié Netflix. D'accord. Voilà. Et un peu d'Amazon sans doute un jour, et puis ça va venir. Je veux dire, je le disais tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, Alain l'a dit tout à l'heure, il est comme moi, il passe du temps aussi sur Amazon, sur Netflix, il y a des séries de grande qualité. Il y a beaucoup de trucs nuls. Il n'y a pas de cinéma français accessoirement, donc le sujet des jours interdits, bon, parce que ça, voilà. Mais oui, beaucoup de temps sur ces plateformes. Moi, mes enfants, ils sont sur YouTube et ils ont mes codes Netflix. Donc, voilà. C'est un peu le problème. Moi, mes enfants est aux États-Unis et il me racontait l'autre jour que tous ses copains à l'université sont Netflix, Amazon et Hulu. Et pour le sport, parce qu'il y a parmi eux qui aiment le sport, ils sont ESPN en OTT. En OTT. Avec l'offre OTT. Mais c'est vrai qu'il me dit on ne regarde plus la télévision. Alors c'est des étudiants à l'université, c'est pas toujours représentatif
de tous les jeunes, mais c'est vrai que la tendance est lourde. Et nous, ça nous pousse chez Altice, finalement, à aller dans un truc qui est évident, c'est d'investir dans la fibre. Parce que là, au moins, on est sûr que tout ça, ça va passer par la fibre, ça va passer par les réseaux, dans la 5G. Vous êtes sûr donc, de si toucher. les modèles économiques évoluent, si on contrôle la fibre, ça, c'est un modèle qui est solide pour un moment. Et comme pour l'instant, il n'y a rien qui va plus vite que la lumière, la fibre optique, c'est encore une technologie qui va durer très longtemps. David? Je confirme par mon expérience personnelle l'importance de Netflix et du code sharing, effectivement, ça permet de... Mais enfin, j'ai quand même entre ma fille et mon neveu un échange de code sharing entre OCS et Netflix. Donc ça va. Mais évidemment, ce que dit Alain, je ne peux qu'y souscrire, c'est l'importance de la fibre et du déploiement de la fibre. Je pense que c'est historiquement une voie pour les opérateurs de télécom. C'est un choix historique qui est déterminant pour s'assurer un contrôle pour l'avenir quand même des réseaux. Et donc, c'est tout à fait essentiel. Je ne voudrais pas terminer sur le fait que tous nos enfants regardent Netflix et Amazon, parce que ce n'est pas tout à fait vrai quand on regarde les chiffres, je rappelle. C'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de programmes qui sont sur nos chaînes, qui sont massivement regardés en replay. Je dis simplement parce qu'on pourrait laisser croire que c'est pas le cas. Il y a une sorte de focalisation là-dessus. D'abord, c'est payant et nous, on a des offres gratuites et ça touche des millions de gens par jour, et notamment des jeunes. Nos codes. Un dernier tour de table avant pour terminer. Demain, remaniement, il y aura peut-être la même ministre ou un nouveau ministre. Qu'est-ce que vous leur demanderiez chacun? On va faire ça dans l'ordre, une seule mesure. Une seule mesure. Voilà. Ça serait surtout du courage, beaucoup de courage, parce que vous voyez qu'il en faut. Et puis après, c'est la publicité adressée. Piratage. Équilibrage des droits diffuseurs-producteurs. Même droit pour les GAFA que pour les entreprises de l'audiovisuel françaises. Simplification massive de la réglementation. Réécoutez le débat. Parfait, merci. Conclusion de Thomas Valentin. Sur ce trait d'humour. Ils ont débattu pendant 90 minutes. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et